Alors, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on dirait que ça fonctionne. Voilà, moi je voulais quand même d'abord remercier la Fondation pour l'école de m'avoir confié cette mission d'animer le débat de clôture du Salon Lipsco. Remercier Florence Leroux en particulier, puisque c'est elle qui m'a contactée. Et remercier les deux débatteurs qui sont là aujourd'hui, donc Marilyn Pernet et François-Xavier Clément, que je présenterai un peu plus longuement tout à l'heure. Donc, comme vous l'avez dit, on va réfléchir là à la façon dont on peut continuer d'éduquer les enfants de manière complètement humaine, tout en étant plongé dans un univers numérique. À l'école, aujourd'hui, on est vraiment plongé dans un univers très numérique par l'institution même. L'éducation nationale fait ça depuis quelques années. Donc voilà, alors moi je vis ça, en tant qu'enseignante, je vis ça depuis en particulier les années 2014-2015, en particulier depuis le ministère de Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui a voulu équiper, j'allais dire de façon totalitaire, mais enfin, c'est un peu ça, chaque classe de France, le discours c'était ça, chaque classe sera équipée d'un tableau numérique interactif, chaque classe sera équipée d'un ordinateur, tous les enseignants seront formés, etc. Moi, je l'ai vécu, j'étais partie en congé maternité pendant quelques mois, et quand je suis revenue, mon tableau noir avait disparu, et je me suis retrouvée avec un horrible tableau blanc, oui, parce qu'il n'est jamais blanc, en fait. Et puis, mes petits élèves adoraient effacer le tableau noir. Bref, vous voyez, je suis une maîtresse réac. Je suis arrivée dans cette classe avec mon tableau numérique interactif, en n'étant ni formée ni prévenue. Et puis, depuis, je suis à l'école cernée par le numérique, c'est-à-dire que les livrets scolaires se font sur Internet, il existe des groupes WhatsApp de professeurs, des groupes WhatsApp de parents. Évidemment, chez les plus grands, j'imagine qu'il existe des groupes WhatsApp d'élèves. Et tout ça dans un contexte, finalement, où les enfants ont aussi beaucoup besoin, je pense, de retrouver la nature, de retrouver le travail manuel, de retrouver des relations pleinement humaines. Voilà, donc on va parler de ça parce que ça passionne. Si vous parlez autour de vous, évidemment, de l'intelligence artificielle, de ChatGPT à l'école, vous verrez que les réactions sont très passionnelles. Donc on va essayer de dépassionner un petit peu le débat avec mes deux invités. Donc Marilyn Pernet est une fine connaisseuse de l'informatique, de tout ce qui est numérique. Elle est actuellement la dirigeante d'une entreprise qui s'appelle Crescendo IA, si je ne me trompe pas. Après avoir fondé et dirigé pendant 7 ans une entreprise qui s'appelle Digital, qui existe encore, oui, et qui enseigne les algorithmes aux petits-enfants sans écran. Donc vous nous expliquerez comment vous faites, parce que ça m'intéresse beaucoup, je pense que ça nous intéresse tous beaucoup, enseigner des algorithmes sans écran. Vous avez également été désignée femme de l'année 2023 par le prestigieux magazine Forbes, ce n'est pas rien. Et on peut dire que vous êtes tombée dans l'informatique dès votre plus jeune âge, puisque j'ai lu quelque part que votre père déjà programmait des robots qui creusaient dans les mines. Quelle aventure! Voilà. Alors François-Xavier Clément, donc vous êtes père de famille, philosophe de formation, enseignant et chef d'établissement catholique. Vous avez aussi été directeur de l'enseignement catholique dans le diocèse de Saint-Étienne. Vous avez fondé Saint-Joseph Éducation qui promeut l'éducation intégrale. Alors je vous laisserai nous raconter un peu mieux ce que c'est, mais si j'ai bien compris, c'est celle qui permet de faire s'épanouir non seulement l'intelligence, mais aussi l'esprit, le cœur et le corps. Et sur votre site internet, sur le site internet de la Fondation Saint-Joseph, il n'y a pas de mention de l'éducation au numérique. Est-ce que c'est un parti pris? Est-ce que c'est un oubli? Voilà, vous nous direz tout ça. Alors, pour commencer, je vais bien préciser les choses. Je vais vous demander à chacun d'entre vous de nous donner vos positions respectives sur la place que doit avoir le numérique auprès des enfants, que ce soit à l'école et à la maison, puisque là, évidemment, on parle d'enfants qui sont éduqués d'abord par leurs parents, puis à l'école. Je vous laisse la parole, Marilyn. Merci beaucoup, Lisa. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très contente d'être là. Même s'il fait très chaud, je trouve. Même s'il faut 1h30 pour venir à vélo de Boulogne, parce que la Seine a débordé. Mais c'était une belle aventure pour vous retrouver. Moi, je suis Marilyn Pernet. Je suis aussi mère de famille.
Je suis passionnée, donc je ne suis pas sûre qu'on dépassionne des débats ici, parce que c'est quand même la passion qui nous emmène dans notre aventure. J'ai effectivement un papa qui programmait des robots quand j'étais enfant. Est-ce que du coup, tout le débat de est-ce que c'est environnemental, génétique, enfin bon, on ne va pas le traiter ici. Ce qui est sûr, c'est que j'ai appris à coder à 14 ans avec mes cassettes sur un Walkman. Donc les plus jeunes, vous ne savez pas ce que c'est, mais pour nous, c'était très important. Donc j'ai appris comme ça. Et notre père nous a offert, quand j'avais 6-7 ans, notre première console de jeux Atari, qu'on branchait sur la télé, qui avait 3 boutons, la télé. Comme on était un peu feignante, on avait un bâton de ski pour changer les chaînes avec ma petite sœur. Vous vous rappelez de ça? Vous avez fait la même chose que moi. Donc, à cette époque, ma mère n'avait pas à couper le Wi-Fi, ni à s'énerver après mon père, qui nous laissait derrière cette petite console Atari pour jouer à Pac-Man. Donc, évidemment, moi, j'ai grandi avec cette passion de l'innovation, cette passion de la tech, cette passion aussi du jeu. Et puis, mes parents m'ont ensuite changé d'école et ils m'ont inscrite chez les Maristes. Et j'ai été la plus heureuse au monde parce que ça m'a apporté justement un cadre hyper bienveillant, mais avec cette liberté aussi de me laisser telle que j'étais. Et notamment, je commençais déjà un petit peu au lycée à bousculer un peu les codes, c'est le cas de le dire. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quand je suis partie ensuite vivre aux États-Unis, après un parcours plutôt finance, très sérieux, j'ai découvert aux États-Unis en 2004 le début de ce qu'on a appelé la vallée, la Silicon Valley. Et j'ai passé 3 mois à San Francisco. Et pour moi, c'était un rêve parce que je rencontrais ces entrepreneurs de la tech. On reviendra après sur le sujet, est-ce que c'est une légende urbaine que les enfants des patrons de la tech ne mettent pas leurs enfants derrière des écrans? Donc non, ce n'est pas une légende urbaine. Alors en ce moment, il y a plein, je lis dans les journaux, des journalistes qui écrivent « mais non, c'est pas vrai ». Enfin, si, c'est vrai en fait. Les enfants dans la vallée, des patrons de la tech, ils sont à Steiner, ils sont à Montessori. L'après-midi, ils récitent leur poésie sous le chêne de l'arbre de la cour d'école. Donc non, ils ne sont pas derrière des écrans, en fait, pas avant 15 ans. Et tout ce chemin en fait, d'apprentissage, de vivre aux États-Unis, quand je suis rentrée en France et que je suis devenue maman, et notamment de ma fille, je l'ai regardé, ce petit bébé, et je lui ai dit, mais je ne veux jamais que tu te poses la question de savoir si tu es capable de faire des mathématiques ou de t'amuser dans la tech. Parce qu'aujourd'hui, la tech et l'IA, on baigne tous dedans. Et quand j'ai vu effectivement ce qui se passait en France sur le programme de l'éducation nationale, notamment en 2015, je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut allier justement l'éducation de nos enfants dans ce monde d'algorithmes, dans ce brouhaha d'algorithmes, et qui redeviennent maîtres d'eux-mêmes et qui conservent leur esprit critique. Donc je me suis penchée tout un été sur la loi Hollande, le décret, le journal officiel des programmes de l'éducation nationale que vous connaissez mieux que moi. Et puis j'ai vu que dès le CE1, apparaissait dans les programmes de l'éducation nationale 1 heure d'algorithme obligatoire dans le programme de maths. Donc moi, je ne suis pas une experte, mais en tout cas, j'ai compté sur mes doigts. Et je me suis dit, 1 heure par semaine, selon les années, c'est entre 28 et 32 heures dans l'année d'algorithmie. 36 même parfois, vous voyez. Et je me suis dit, mais en fait, cet enjeu d'éduquer nos enfants aux algorithmes, à l'histoire du numérique, qui comprennent que ce n'est pas magique, en fait, que c'est de la logique. Si les enseignants, c'est dans le programme, est-ce qu'ils ont la formation, est-ce qu'ils ont le contenu? Et j'ai interrogé des centaines d'enseignants, j'ai même vu des inspecteurs d'académie, j'ai fait un gros chemin. J'ai compris ce que c'était après avoir fait une map, les RN, la DAN, enfin plein de mots comme ça un peu fous pour moi. J'ai interrogé des pédiatres, des psychomotriciens avant de créer Digital, et tous m'ont dit la même chose, qu'en fait, ils n'avaient pas de formation et ils n'avaient pas de contenu pour accompagner les enfants. En revanche, ils ont des ordinateurs, mais ils ne savent pas quoi en faire. Donc, pour faire court, c'est comme ça qu'en tout cas, j'ai eu cette conviction et cette passion qui me tient toujours au corps, de me dire, en fait, l'école, par elle-même,
évidemment que c'est un enjeu d'éducation nationale, puisque comme je viens de vous le montrer, c'est dans les programmes, donc ça c'était la bonne nouvelle. En revanche, ça fait plus de 7 ans que moi j'ai créé Digital, où on enseigne aux enfants dans les écoles les algorithmes et sans écran, parce que pour répondre à votre question, moi ma conviction, c'est que le numérique n'a rien à faire dans l'école. Assez étonnant parce que moi je travaille dans la tech, dans l'IA, je fais des conférences sur l'intelligence artificielle, ChatGPT est mon meilleur assistant, voilà, et voilà, c'est comme ça. Mais en tant que mère de famille, en tant qu'entrepreneuse, on a formé tous ces enfants dans ces écoles. Les enfants, ils apprennent par les mains. Les enfants, ils apprennent. On a vu Jean tout à l'heure sur la méthode Singapour pour les mathématiques. Les enfants, moi, ma conviction, c'est qu'ils apprennent pas avec un écran ni une tablette. Pour avoir testé des contenus éducatifs depuis 7 ans pour les enfants de primaire, par exemple. Alors, je crois qu'à part le projet Voltaire, bon, voilà. Les enseignants, aujourd'hui, ils n'ont pas ce contenu. Et puis, de toute façon, nous, l'expérience qu'on a, c'est que dès lors que dans une classe d'école, vous allez commencer à sortir le chariot, là, ils ont des chariots, de tablettes, mais c'est pire que quand on sort les Haribo. C'est-à-dire que déjà, ils ont déconnecté. Mais, pardon, j'étais un peu longue. Mais tout ça pour vous dire, voilà, moi, ma conviction, c'est que l'école doit être quand même le dernier temple, un petit peu hors du temps, de l'apprentissage par les mains, par la relation à l'autre, et pas par le contenu numérique aujourd'hui. On n'est pas prêt. On va laisser Monsieur Clément répondre à la même question sur la place que le numérique doit prendre dans la vie des enfants à l'école et à la maison, et ensuite on reviendra peut-être sur ce fameux enseignement de l'algorithme sans écran. Ça m'intrigue beaucoup, et j'aimerais beaucoup avoir des éléments concrets sur la manière dont vous faites ça. Monsieur Clément. Alors, merci de m'avoir intégré, en tous les cas, à cette table ronde, et je suis très heureux d'intervenir sur ce sujet. Je suis philosophe de formation et mon approche sera évidemment différente. En tous les cas, mon terrain initial est différent, même si dans l'expérience et compte tenu de mon âge, probablement on est à peu près de la même génération, j'ai connu un peu les mêmes étapes et j'ai vu comment, entre avant et après 2000, eh bien, on a connu un certain nombre de ruptures, et des ruptures dans la connaissance, des ruptures dans les savoirs, des ruptures paradigmatiques, qui ont interrogé un certain nombre de personnes, assez rares, et ont provoqué un engouement pour les autres, très nombreux, et notamment dans le domaine de la pédagogie. Et on y a vu, en fait, deux courbes qui ont avancé ensemble. C'est à la fois la pensée de Bourdieu et Mérieux, d'un côté, accompagnée par la facilitation du numérique. Et le numérique, l'environnement du numérique et l'environnement Internet représentaient d'une certaine manière le chemin idéal du professeur devenu, grâce à Bourdieu et Mérieux, l'animateur d'une séquence de découverte. Et le professeur animateur d'une séquence de découverte se trouve excellent et excellemment même représenté par le mode même du monde numérique. Et donc, ce n'est pas une génération tout à fait spontanée. Ce n'est pas simplement un outil qui arrive comme ça dans le monde éducatif. C'est un outil qui est la symbolique, d'une certaine manière, d'une idéologie pédagogique. Moi, je fais partie de ceux qui, dans les années 2000, on va dire 2005, entre 2000 et 2005, ont réagi assez fort sur le rapport qu'il y avait au digital. Je me suis retrouvé un petit peu en opposition avec certains formateurs ou certains chefs d'établissement ou certains, on va dire, responsables dans l'institution enseignement privé sous contrat, qui voyaient au contraire un mouvement de modernité qu'il fallait accompagner et sur lequel il fallait rattraper notre retard sur le monde asiatique et le monde américain. Et ça, dans les années 2000-2010, ça a été un empêcheur de réfléchir et une impossibilité de prendre de la distance, parce que toute personne qui pensait qu'il fallait poser un regard critique et une analyse un peu distancée sur l'usage de l'outil était forcément un rétrograde. C'était forcément quelqu'un qui avait un parti pris et qui n'avait pas compris.
Oui, avec même le soupçon de vouloir entretenir la fameuse fracture numérique, supposée fracture numérique, puisqu'on sait aujourd'hui que ceux qui sont le plus équipés d'écrans et qui les utilisent le plus sont plutôt les familles les plus modestes. Et donc s'il y a fracture numérique, elle est inversée. Mais voilà, on était soupçonnés de vouloir entretenir l'élitisme en se gardant pour soi-même les compétences numériques et ne pas vouloir les transmettre aux autres. C'est exactement ça. Oui. Et donc ma position, en fait, elle est héritée de cela. Et puis enfin, mais ça vous le connaissez tous et j'imagine que vous avez tous au moins vu cet ouvrage, sinon lu, c'est Michel Demurger sur la fabrique du crétin digital, qui est un livre qui est très sourcé. Je ne sais pas ce que vous en pensez parce que vous connaissez bien ce domaine d'études, mais c'est un livre qui est très très sourcé, qui est très documenté, qui est même un peu pénible à lire tellement il est sourcé. Mais c'est un livre qui révèle au grand jour le contraste qu'il y a entre les discours des années 90-2000 et puis la réalité des conséquences du numérique, dans lequel il faudrait distinguer probablement le rapport aux écrans du numérique. Voilà. Et peut-être que ça ouvre la porte à la réflexion effectivement sur les codes, la réflexion logique, la formation de l'esprit logique dont vous parliez à l'instant. Oui, alors est-ce qu'on peut revenir sur cette pédagogie d'enseigner donc les algorithmes sans écran? Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Marilyn, concrètement, en quoi ça consiste? En fait, c'est très simple. Les algorithmes, c'est une logique. Donc on commence déjà, nous, ce qu'on a commencé à faire, on démarre dès la grande section. Vraiment, ces grandes sections, c'est jusqu'à CM2, d'accord, jusqu'à la fin de CM2. Donc on est sur un contenu pédagogique autour de 30-32 heures, donc soit en activité périscolaire, soit même sur le temps scolaire. C'est-à-dire qu'on a des écoles, des enseignants qui prennent Digital pendant une semaine dans la classe. Au lieu de faire la classe verte, ils font la classe Digital, algorithme sans écran. Donc, pour donner un exemple concret. Une classe de CM1, par exemple, sur toute la semaine, on va dire lundi, mardi, jeudi, vendredi, puis ça dépend le mercredi matin, on va travailler plusieurs thèmes. Donc d'abord, on va démarrer par un petit support très simple qui est sur l'histoire des algorithmes. Parce qu'en fait, pour moi, en tout cas, je suis convaincue que c'est comme une nouvelle matière, même si c'est dans les mathématiques. Et que contrairement au slogan d'Apple, qui est très bon, qui est de dire la tech c'est magique, moi je suis convaincue qu'il faut déconstruire cette magie. Parce qu'en fait, il n'y a pas de magie. Il y a d'autres choses qui sont magiques, mais pas ça. Et en fait, de remettre les enfants sur une petite heure sur l'histoire des algorithmes, du fondateur des algorithmes, j'ai toujours du mal à prononcer le nom, donc je ne vais pas le faire pour ne pas me ridiculiser, mais qui date de moins 800 avant Jésus-Christ, et toute cette évolution de Jules César, premier cryptologue de l'humanité, il cryptait ses messages en décalant de 3 lettres avec sa roue de chiffrement, ses messages, jusqu'à évidemment Turing, jusqu'à la comtesse Ada, jusqu'à, on va dire, l'évolution d'aujourd'hui, les premiers ordinateurs qui prenaient la place de 16 appartements. Donc aujourd'hui à Paris, ce ne serait pas possible, prix du mètre carré, je pense qu'on n'aurait pas beaucoup d'ordi. Et en fait, concrètement, les enfants découvrent avec beaucoup de joie qu'en fait, non, c'est pas magique. Un matin, on ne s'est pas réveillé et puis on n'a pas appuyé sur un bouton et on a ChatGPT, en fait. Donc c'est important de leur donner, souvent dans les classes, vous voyez, vous le savez mieux que moi, il y a cette frise du temps, en fait. Et donc, c'est déjà les inscrire dans la frise du temps. Et où ils se trouvent, eux. C'est aussi les repositionner à leur place dans le temps, en fait, qu'on n'est pas grand-chose, évidemment. Et à partir de là, une fois qu'on a fait Jules César, de manière très simple, on va leur faire avec les mains la première roue de chiffrement. Et ils vont tous, avec leur compas, avec de la géométrie, commencer à faire leur roue de chiffrement, commencer à décoder, coder des grilles de messages. Chacun ensuite va par équipe le présenter à la classe. Donc il y a à la fois ce sujet d'entraide, il y a ce sujet de mathématiques. Et puis ensuite, on va faire des projets, par exemple, ce qu'on appelle nous, alors c'est de l'anglais, je suis désolée, mais la green tech. En fait, c'est toujours comment la technologie doit être au service de l'humanité. Et donc comment elle peut être au service, par exemple, de l'environnement. Donc, par exemple, on a des robots. Ils vont apprendre à programmer des robots qui ont un objectif, par exemple, de dépolluer les océans. Et donc, tout un après-midi, les enfants par groupe de 4 vont avoir ce robot, vont déjà apprendre à le programmer. Donc, les premières procédures, les premières boucles en algorithmie, en équipe. Et puis, ils vont ensuite se mettre ensemble pour réfléchir à
comment on pourrait dépolluer les océans? Avec quelle technologie? Comment est-ce que ce robot, est-ce que c'est l'énergie solaire? Est-ce que c'est l'énergie lunaire? Et ensuite, à la fin de la journée, ils vont présenter tout leur parcours, tout leur projet devant la classe. Le jour d'après, ils vont programmer un autre robot qui s'appelle Timio, qui est un robot, qui a un parcours justement où ils vont apprendre toute l'algorithmie de déplacement qu'on est censé faire en mathématiques de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu plus concret pour vous tous. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on a... moi, j'ai démarré comme une entrepreneuse, je suis une entrepreneuse, donc je n'ai pas le même regard que vous tous. Donc moi, j'ai appris en marchant avec les enfants. Et au départ, j'ai démarré avec 1 000 € de capital et puis cette idée un peu folle. Et puis j'ai convaincu une première école. Donc on a eu d'abord 20 enfants, puis 30. Et puis au bout de 7 ans, on avait formé plus de 50 000 enfants avec des écoles qui chaque année renouvellent justement ces demandes de cours. Donc ça prouve quand même, c'est pas moi qui le dis, c'est que les enfants apprennent beaucoup et que les enseignants, leur retour, on avait les larmes aux yeux. Alors moi qui suis très émotive, je crois que j'ai beaucoup pleuré, qui me disaient mais en fait on les a jamais vus comme ça. Alors je leur disais, mais qu'est-ce que vous entendez par comme ça? Concentré. Je dis, ah bon? On les a jamais vus faire des mathématiques, de la géométrie, de la programmation, de l'algorithmie, en s'amusant et en étant comme ça, en mode projet à 4. J'ai même eu des classes où on a des enfants autistes et des enfants handicapés qui avaient leur ATSEM. Et les parents sont venus à la fin de la semaine, ils souriaient, ils pleuraient. Alors moi, je pleure encore plus, en me disant qu'ils n'avaient jamais vu leur enfant aussi heureux. Alors je leur dis, mais écoutez, mais pourquoi? J'ai rien fait d'extraordinaire. On n'a rien fait d'extraordinaire. Et en fait, ces parents et les enseignants nous ont dit, mais c'est peut-être justement ça qui nous rend le plus, qu'on est le plus touché, le plus d'impact sur les enfants, c'est que vous avez redonné du sens aux enfants en faisant avec les mains et en reprenant le temps des activités manuelles de la logique, et ils ont appris en s'amusant. Alors, Monsieur Clément, avec ce réancrage de, j'allais dire, la science informatique dans l'histoire, est-ce que vous enseigneriez finalement le numérique à Saint-Joseph, puisque j'ai vu que dans votre projet d'école, il n'y avait pas le numérique pour l'instant. Est-ce que vous accepteriez d'expérimenter les techniques pédagogiques de Marilyn chez vous? Alors, dans la charte... Et si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oui, merci. Dans la charte de l'éducation intégrale que l'on propose effectivement à Saint-Joseph Éducation, il n'y a pas un chapitre, un article particulier pour parler de l'usage du numérique. Mais ce dont vient de parler Marilyn, et puis vous pourrez me contredire si je dis une bêtise, hein, mais ce dont vient de parler Marilyn n'est pas l'immersion dans le digital. C'est une formation de l'intelligence qui consiste à donner une capacité à l'enfant à penser par lui-même les rapports logiques qui vont donner à un moment donné naissance à un programme, à un modèle qui sera le support mathématique à un outil et à une technologie type informatique, Internet, digital, etc. Et ça, on en parle. On en parle notamment dans l'équilibre qu'il doit y avoir dans la formation d'un enfant et dans la formation de l'intelligence d'un enfant entre l'esprit littéraire et l'esprit scientifique. Mon rêve, je vais vous dire, c'est qu'on arrive à développer dans le monde du hors contrat et des écoles libres et indépendantes un bac qui soit un bac parfaitement équilibré entre l'esprit littéraire et l'esprit scientifique. Car ce que vient de décrire Marilyn nécessite à la fois une bonne formation scientifique, mais aussi une excellente formation grammaticale. Parce que les rapports de causalité et la construction des rapports de causalité eh bien, se font grâce à la maîtrise de la grammaire et de la grammaire de la phrase en particulier. Il y a un philosophe, un mathématicien que nombre de personnes ici connaissent bien, qui est médaille Fields de mathématiques, Laurent Laforgue, qui a écrit sur ce sujet-là et qui a écrit un article dans un livre qui s'appelle « Le lycée du XXIe siècle », dans lequel il parle de la méthode en mathématiques. Il dit la discipline la plus importante pour un mathématicien, ce n'est pas la mathématique, c'est la grammaire. Et il insiste sur ce point parce qu'il a constaté dans son histoire que bon nombre d'enfants excellents en mathématiques en lycée découvraient qu'ils avaient un plafond de verre au-dessus de la tête en mathématiques parce qu'ils ne maîtrisaient pas les outils de la langue. Ils ne maîtrisaient pas la grammaire, ils ne maîtrisaient pas ce rapport qu'il y a justement au rapport de causalité dans la pensée. Donc non, moi je ne développerai pas une immersion dans l'usage des écrans.
Oui, je crois que l'idée de Digital est excellente et je crois qu'effectivement former à l'esprit logique est une bonne chose. Ça remonte effectivement assez loin dans l'histoire. Alors moi je ne remontais pas à moins 800, je remontais à moins 500 avec Aristote qui a défini les étapes de la formation de l'intelligence et ce qu'il a appelé l'organon, ce qui se traduit effectivement aujourd'hui par logique. Et toute l'œuvre d'Aristote sur la formation de l'intelligence, c'est 3 opérations, c'est la définition, l'énonciation et l'argumentation. Et en fait, quand on lit les ouvrages d'Aristote en logique, on ne sait pas dire si véritablement c'est scientifique ou littéraire. C'est parfaitement un équilibre entre les deux. C'est un esprit scientifique avec une expression littéraire. Est-ce que vous pensez que, parce que finalement l'expérience de Marilyn va à l'encontre de tout ce que fait l'éducation nationale avec le numérique, puisqu'elle fait exactement l'inverse de ça, c'est-à-dire qu'elle met des écrans partout, sans former les enseignants, en supposant qu'en n'étant pas formés, en ayant des écrans, ils pourront former des enfants. Est-ce que vous pensez que cette expérience-là, est-ce que quelqu'un à l'éducation nationale en tirera les conclusions qui semblent évidentes en réalité, puisqu'on est tous d'accord ici pour dire qu'il faut former d'abord des enfants qui sachent penser, articuler un langage, qu'il soit mathématique ou justement littéraire, et que tout ça, ça se rejoint. Est-ce que vous pensez qu'il y a une chance qu'un jour l'éducation nationale revienne sur cette frénésie numérique qui consiste à coller des écrans dans toutes les classes sans former personne ? Je vous laisse répondre. Qui veut répondre en premier ? Moi, vous savez, sur le rapport aux écrans, il y a bien sûr cette question de l'esprit magique dont a très bien parlé Marilyn et qui est vraiment, pour moi, le premier effet pervers du rapport à l'écran. C'est que je ne sais pas ce qui se passe derrière l'écran et comme je ne sais pas, j'ai un rapport magique effectivement à cette réalité. Le deuxième, qui est au moins aussi grave, c'est la question de l'attention. C'est-à-dire que, et si il y a tant de succès des méthodes NUITS, et je vois certains visages qui travaillent ce sujet depuis des années et qui donnent des formations un peu partout, pourquoi la méthode NUITS ou Vitos ou JUS ont autant de succès aujourd'hui dans les écoles? C'est d'abord et avant tout parce qu'on essaye de compenser l'effet pervers des écrans. Oui, mais on n'en tire pas les conclusions. Ah non, on alors compense après, quelque chose qu'on crée à l'école. Sur votre deuxième question, la question du codage apparaît trop tard. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du codage qui s'est mis en place réellement dans les lycées, avec soit des professeurs de mathématiques, soit parce qu'ils ont pris l'option sciences du numérique. Et dans ces cas-là, on a effectivement des élèves qui vont se mettre à coder, mais c'est beaucoup trop tard. C'est-à-dire que le rapport magique à l'écran, c'est très tôt effectivement qu'il faut le traiter, et c'est tout de suite au moment des fondements du langage qu'il faut mettre du littéraire, de l'expression, du littéral, là où effectivement l'enfant sinon risque de faire des fulgurances dans sa compréhension du réel. Mais vous avez raison, alors est-ce que, pour répondre à votre question, est-ce qu'aujourd'hui on a des personnes qui réagissent là-dessus? Je crois que oui. C'est-à-dire que moi j'ai lu des rapports de l'Éducation nationale sur ce sujet-là dans les dernières années. Michel Demurger, dans le second livre qu'il vient de publier là, il y a quelques mois sur Faites-les lire pour sortir de la fabrique du crétin digital, fait allusion à cela avec des documents du ministère de l'Éducation nationale français. Bon. Mais c'est, enfin, pour l'instant, c'est pas très audible. Disons que ce que je reçois moi du rectorat, ça ne va pas dans ce sens du tout. On est plutôt encouragé à suivre des formations toujours orientées sur l'utilisation des écrans, des ordinateurs en classe. C'est permanent, c'est tous les jours. Entre le moment où on grignote la queue du pachyderme et le moment où ça lui arrive au cerveau, il se passe du temps. Le pachyderme de l'éducation nationale, effectivement, met du temps à réagir. Marilyn, vous vouliez dire quelque chose là-dessus? J'aurais tellement de choses à dire, donc je vais essayer d'être hyper synthétique, parce que moi, j'ai failli y laisser ma santé mentale, mais sincèrement, parce que j'ai cette passion, justement, et je suis convaincue, que ce soit digital ou quelque chose d'autre, enfin, peu importe. Je suis convaincue, parce qu'en ayant aussi travaillé aux États-Unis, ce qu'on a décrit ensemble aux États-Unis, c'est un terme, c'est le STEAM Education. Donc c'est sciences, technologie, engineering, art et maths. Et tout ça de manière transverse. Et pour moi, c'est absolument le Graal aussi dans l'éducation, c'est de se dire comment est-ce qu'on allie aussi bien les compétences littéraires que scientifiques et l'art, parce que l'art, ça nous emmène ailleurs aussi et les enfants en ont besoin. Donc, moi, je me suis fatiguée, épuisée. Donc, je peux compter sur mes mains en 7 ans, mais c'est pareil, je ne vais pas faire d'erreur sur combien de ministres de l'éducation j'ai rencontrés. Surtout ces derniers temps, j'en ai vu beaucoup.
J'ai fait tout ce qu'il fallait faire, de la présidence de la République, qui adore la méthode digitale, bien sûr. J'ai une grande lettre, etc. J'ai rencontré les recteurs d'académie. J'ai rencontré beaucoup d'inspecteurs d'académie. Les enseignants, pour vous faire clair, les enseignants sont à fond. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, nous, on adore votre contenu, on le veut dans notre classe. OK, donc je dis, comment je peux faire? Et là, je rencontre des enseignants qui me disent, mais nous, on est prêts à payer de notre poche. Alors moi, j'arrive pas à m'endormir le soir en me disant que j'ai vendu même 50 € un contenu à une enseignante qui paye de sa poche, en fait. C'est pas possible. Donc, j'ai commencé à faire du contenu gratuit. J'ai levé beaucoup d'argent pour pouvoir proposer une plateforme en open source et gratuite pour les enseignants et les parents. Donc, on avait plus de 100 000 téléchargements. Mais c'est pas... Voilà. On attend, si on donne du contenu gratuit, les enseignants sont preneurs. Mais le vrai sujet, c'est que, moi, je ne crois pas du tout que ça va changer. Je pense que le pachyderme sera mort avant qu'on soit arrivé à son cerveau. Pardon, mais en fait, c'est pas possible. C'est-à-dire que soit on érase et on revoit tout de A à Z, et on n'essaye pas de recoller du scotch, en fait. Ça ne marchera pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les têtes pensantes, je ne sais pas qui elles sont, moi, elles m'ont épuisée, parce qu'en fait, on essaye de jongler entre un enjeu sociétal. C'est un enjeu sociétal. Enfin, notre temps cerveau, on parle du temps cerveau de nos enfants qui vont travailler demain, qui vont avoir une famille, qui auront des responsabilités et qui voteront dans quelques années. On parle de citoyenneté numérique, en fait. Et c'est de se dire comment mon cerveau d'enfant est formaté pour un esprit critique, pour reconnaître une fake news, pour reconnaître que ce n'est pas l'image de ma mère qui me téléphone, mais qu'en fait, en FaceTime, je me suis fait hacker mon téléphone. Non, mais en fait, on en est là. Et ce sujet, ce n'est pas l'école qui va le régler. C'est peut-être pas l'éducation nationale, mais ça peut être justement les écoles libres. Ah bah ça, oui, c'est la seule solution. C'est l'initiative privée qui va pallier, encore une fois, les défaillances de l'État et de l'éducation nationale, en particulier pour ce qui nous concerne. Je vois que le temps passe très vite. Je crois que vous vouliez dire un mot sur l'intelligence artificielle. Monsieur Clément, vous dites que l'intelligence artificielle, c'est un oxymore. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce point de vue? Le mot intelligence, intus legere, en latin, ça veut dire lire à l'intérieur d'eux. C'est la capacité à définir, la capacité à saisir l'essence des choses et à en comprendre le sens, et pas simplement la quantité, mais la qualité. Le mot intelligence artificielle renvoie donc à un artifice qui serait l'œuvre de la raison. Et donc dire une intelligence artificielle, le mot intelligence renvoie au contraire à un mouvement qui est naturel. Et en ce sens, il y a une contradiction dans le terme. Et j'aime bien parler d'intelligence naturelle, c'est-à-dire de l'intelligence humaine. Le mot intelligence artificielle, en ce sens, est un oxymore dans la mesure où voilà, il y a une opposition dans les termes. Mais si je le dis de cette manière-là, c'est pour insister sur le fait que tant que l'intelligence artificielle, dite intelligence artificielle, reste au service de l'intelligence humaine, eh bien, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir bien la positionner. Justement, à l'école, a-t-elle sa place à l'école? Et si oui, dans quelle mesure, avec qui, par qui, comment? Moi, je pense que le seul moyen de pouvoir l'utiliser intelligemment à l'école, c'est d'en donner la possibilité et de les former pour cela aux professeurs dans le travail de leur cours, en amont du cours, en amont, mais sûrement pas dans la relation avec les élèves. Si l'élève utilise l'intelligence artificielle, là aussi, on est dans un rapport magique. On est dans un rapport où finalement, il va être conduit nécessairement par la pente naturelle de toute intelligence, qui est celle de la paresse. Et c'est depuis l'inventeur de la brouette qu'on a compris ça. L'homme, naturellement, quand il peut trouver un détour à un effort, il prend le détour. Je vais me faire l'avocat du diable, mais la paresse, c'est pas forcément la paresse, ça peut être économiser un effort si vous voulez, pour, consacrer, pour se consacrer à des tâches plus nobles, plus créatrices, plus intelligentes, justement, que celles qu'on doit faire. Je sais pas, je pense à rédiger un résumé. Moi, j'ai vu l'intelligence artificielle fonctionner pour des rédactions de décisions juridiques. Ça fonctionne très bien. Est-ce que la quintessence du métier de juge ou d'avocat, c'est de rédiger les conclusions? Lisa, vous parlez d'adultes, on est d'accord? Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que, on peut sans doute transposer l'exemple à l'école, je ne sais pas, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que parler de paresse
toute invention, y compris la brouette, est d'abord une économie d'énergie pour se consacrer à autre chose. Le mot paresse, en fait, fait allusion à un livre qui s'appelle L'éloge de la paresse, qui est un livre philosophique sur ce sujet-là. Mais vous avez raison, si vous voulez, on retire le mot paresse qui fait un peu moral. Mais en fait, c'est plutôt l'idée que, naturellement, l'enfant, plus encore que l'adulte, va rechercher le chemin le plus court, le chemin le plus facile. Et s'il peut le faire avec l'outil, avec une magie quelconque, quelle qu'elle soit, que ce soit du digital ou l'IA, eh bien, il va passer par ce chemin-là. Or, comme le but est de passer par une progressivité qui va former son intelligence à l'esprit logique ou à l'esprit littéraire, etc., il faut toujours se rappeler le but de l'école. Si le but de l'école, c'est juste de faire et d'apprendre à être efficace, pour être optimisé et être un excellent élément dans une économie de marché, alors effectivement, il faut mieux passer directement par l'IA, comme ça ils ne vont pas développer trop leur esprit critique, leur pensée personnelle, et ils seront plus malléables et plus rapidement modélisables dans le grand ensemble. Marilyn, sur l'intelligence artificielle à l'école ou ChatGPT à l'école? Écoutez, si on parle de l'école, donc école primaire, ça peut être très large l'école. Oui, bien sûr, mais je vous laisse circonscrire la question. En fait, le sujet pour moi, l'école primaire... c'est vraiment, c'est sans écran, donc c'est même pas la peine. Au collège, donc là, moi, j'ai une expérience à la fois d'entrepreneur et à la fois de maman. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon fils l'année dernière en 5e. Je voulais pas lui interdire. Donc, je l'ai pris à côté de moi et on a fait ChatGPT. Donc, en fait, l'exemple était très concret. Il devait, pour le lendemain, imaginer un dialogue en anglais avec un camarade sur un thème. Est-ce que tu as aimé voyager à Londres? Voilà. Et il me dit, ah là là, maman, j'ai pas envie, gna gna gna, j'ai autre chose à faire, je préfère le faire sur ChatGPT. Ok. Donc après, on reviendra sur gagner du temps, mais pour faire quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on leur propose à la place aux enfants, en fait? Parce que le vrai sujet, il est là. Et donc, je lui dis, ah bon, d'accord, je te le mets en route et j'observe. Et donc, le voilà parti pour questionner ChatGPT. Alors déjà, il lui dit pas bonjour. Je lui dis, déjà, tu pourrais être poli. Il me dit, pourquoi? Je lui dis, tu sais, le jour où ça se retournera peut-être contre toi, il se rappellera que tu n'as pas été poli. Oh, ah bon, maman? Bon, ça, c'était drôle, je l'ai fait flipper et tout. Bon, du coup, il dit bonjour. Et comme ça, il sait qu'il faut quand même être poli dans la vie, que ça peut... son dossier est déjà ouvert dans la data, dans le cloud. Hein. Je lui dis, tout ce que tu fais là, de toute façon, tu as déjà ton dossier d'ouvert. Donc, sois un peu poli, je t'ai bien élevé. Bon, et il dit, donc il commence à dire à ChatGPT, fais-moi un dialogue. Bon, bref. Donc, ChatGPT, évidemment, en 2 secondes, lui sort son dialogue en anglais. Et là, gros silence. J'observe mon fils, j'attends, même si j'étais quand même un peu tendue. Et je le vois qu'il commence à écrire, puis il me dit, non, mais maman, il ferme l'ordinateur. Ah, je dis, ah, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, mais en fait, tu vois, maman, là, ce qu'il a écrit. Je dis, oui, je ne peux pas l'écrire comme ça. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, parce que je vais mettre en difficulté mon camarade demain. Ah, je lui dis, mais pourquoi tu vas le mettre en difficulté? Parce que tu vois bien, maman, c'est pas un niveau de 5e. Imagine, je tire au sort Inès. Elle n'a jamais fait d'anglais en primaire. Comment tu veux? Elle va être en difficulté si je lui sors ça. Donc, je préfère pas le faire comme ça. Je vais le faire tout seul. Alors là, bon, évidemment, j'étais fière. Ça, c'est mon côté mère, très possessive. Mon fils a une morale. Voilà. Et je me suis dit... Bon, j'ai dormi là-dessus. Parce qu'il faut quand même que... Comme je suis très spontanée, il faut quand même que je dorme pour réfléchir à tout ça. Et je me suis dit, l'enseignement de tout ça, c'est finalement... Je ne lui ai pas interdit. Mais j'étais à ses côtés. Il devait faire quelque chose de concret. Il a fait preuve d'empathie parce qu'il s'est mis à la place de son camarade du lendemain. Et finalement, il l'a fait par lui-même. Et donc, de temps en temps, je vois bien qu'il prend mon ordinateur parce que j'ai l'historique de ChatGPT. Et quand il l'interroge, c'est intéressant parce que moi, je fais la petite souris après, je regarde l'historique de ce qu'il lui a demandé. Souvent, c'est pour le débloquer en mathématiques. Donc, pour répondre à la question, je trouve que c'est important d'accompagner nos enfants sur ChatGPT parce que de toute façon, ce sera leur assistant virtuel démultiplié. Bon. Deuxièmement, pas avant le collège évidemment, pour qu'ils aient le recul de se mettre à la place d'un camarade, de l'empathie, etc. et continuer à s'en servir que comme un outil. Troisièmement, le sujet de « ils vont gagner du temps ». Ok, mais pourquoi faire en fait? C'est-à-dire qu'on leur propose quoi à côté? Donc ok, ils font plus de production d'écrit, moi je suis contre. Parce qu'en fait, au contraire, les résumés, les productions d'écrit, c'est ce qui nous a tous forgés ici, sur notre capacité de lire les informations, le quotidien, etc. Donc je crois que c'est un équilibre des deux entre les accompagner et leur faire confiance. Et je pense que sur ces sujets, le collège, c'est sûrement plus adapté. Ne pas les laisser évidemment en interface avec l'enseignant qui va être en difficulté, parce que les prompts
de ChatGPT pour donner le meilleur de lui-même. En fait, il faut quand même avoir, être formé sur les bons prompts. Et puis surtout, c'est qu'est-ce qu'ils font à la place d'eux, en fait. Et qu'est-ce qu'il voulait faire à la place de rédiger son... Il voulait faire du sport, il voulait faire... Alors là, j'ai de la chance, de toute façon. Alors, pour les petits conseils, au cas où vous voulez des petits conseils, je ne sais pas, mais moi, ce que je fais, donc c'est assez simple. Aujourd'hui, on est tous devenus... Enfin, on essaye de tous se discipliner et avoir un effort sur notre temps cerveau. Je ne sais pas vous, mais temps d'écran, etc., je mets des limites, etc. Donc, en fait, souvent, on me demande, mais c'est quoi les recos, en fait, concrètes pour les familles? Il y a sûrement des familles ici. En fait, le sujet du numérique et le temps d'écran et de la concentration, pour nos enfants, le vrai sujet, c'est les réseaux sociaux. C'est ce que vous disiez au début, il faut qu'on arrive à scinder les problèmes. Donc le problème, c'est les réseaux sociaux, l'algorithme des réseaux sociaux, d'accord? Je vous rappelle quand même qu'il y a une loi qui est passée cet été, dont vous pouvez vous prévaloir auprès de vos enfants. Moi, je l'ai affichée dans la cuisine. Les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 15 ans, sauf accord des 2 parents. Bon, nous, on n'est pas d'accord, on a dit. Donc, ceci, c'est pas compliqué. Il faut juste... on s'est équipé d'une boîte qu'on a achetée, 20 €, transparente, avec un code. Comme ça, c'est terrible. Ils voient en plus quand les appareils sont dans la boîte transparente. Ça coûte 10 €. Et en fait, on met juste des règles, mais comme vous tous, en fait. Donc, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a pas de téléphone après... c'est de 19h à 19h30 quand les devoirs sont faits. Oui, et puis l'exemplarité, c'est-à-dire soi-même prendre un livre, faire du sport, faire autre chose que d'être sur son téléphone ou sur son écran. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Je peux faire passer... Ah, vous avez un autre micro? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, la règle du jeu, c'est questions courtes, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions? Comment répondre efficacement aux inspections éducation nationale qui nous enjoignent de former nos élèves aux pratiques numériques? Numérique ou informatique? Pardon, à qui s'adresse la question? À tout le monde? Peut-être François-Xavier peut répondre. Effectivement, dans le socle commun, il y a la question du numérique et la question de l'usage de l'outil. Il y a une première réponse, et c'est pas pour botter en touche, mais c'est plus suite à l'intervention sur Digital et sur le codage, qui est une réponse qui me paraît suffisamment intelligente au sens où un inspecteur peut l'entendre et de l'intention pédagogique qui est derrière. Et ça me paraît être une bonne approche. Après, sur l'usage de ce qu'on appelle des compétences et des compétences de recherche, etc., moi, j'ai déjà encouragé des établissements, à utiliser les parents sur cette question des compétences, c'est-à-dire à s'assurer que familialement, ils étaient capables de couvrir ces questions-là. Exemple, ce que vient de nous raconter Marilyn il y a un instant avec son fils, c'est-à-dire que quand vous remplissez ce qu'on appelle le B2I sur donc les compétences informatiques, sur l'usage de l'outil, allumer un ordinateur, ouvrir un document Word, etc., on est vraiment sur du B à bas, on est sur du pas à pas, et qui me paraît intelligent. Alors en collège, plus qu'en primaire, à cause de tout ce qu'on a dit, mais pourquoi pas, dans ces cas-là, voir avec les parents pour s'assurer que ça a été fait. Ensuite, je pense qu'il y a quand même moyen, et ça c'est l'ultime réponse que je vous ferai, ce n'est pas vrai dans tous les domaines du socle commun, mais sur ce domaine-là, il y a quand même moyen aussi de résister, sur ce domaine du socle commun. C'est-à-dire de dire, écoutez, désolé, mais pour l'instant, nous n'avons pas les moyens d'investir dans ce domaine et nous n'avons pas les moyens de mettre nos élèves en situation d'utiliser l'outil informatique dans l'établissement. Et je ne sais pas si Marilyn veut dire quelque chose, mais il y a aussi actuellement les gens qui étaient dans cette frénésie numérique il y a maintenant, on va dire, une dizaine d'années, en reviennent. Najat Vallaud-Belkacem elle-même, il y a quelques mois, quelques semaines, a dit qu'il ne fallait plus mettre les enfants devant les écrans. C'est elle qui a équipé toutes les classes de France d'écrans. Oui, mais elle est devenue maman depuis. Pardon ? Elle est devenue maman depuis. Oui, voilà. Donc on peut aussi, en tant qu'enseignant, les mettre devant leurs propres responsabilités. Ces gens qui ont voulu absolument qu'on mette tous les enfants devant les écrans dans les classes nous disent aujourd'hui que finalement, il ne faut peut-être pas le faire. Donc en attendant qu'ils se mettent d'accord, ne le faisons pas. Il est urgent de ne pas le faire et de ne pas se presser. Surtout, prenons notre temps.
Il y a d'autres sujets du même tonneau, hein. Je pense à l'apologie de la transsexualité à l'école. Il faut faire attention, c'est pareil, hein. Il y a 5-6 ans, c'était absolument urgent. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des tas de pays qui reviennent là-dessus. Voilà, donc tous ces gens qui viennent nous inspecter, qui se mettent d'accord entre eux, et puis après, on en discutera. Je dirais qu'à la connaissance à la Fondation, aucune école n'a été fermée parce qu'elle ne satisfaisait pas à ce point. Donc ça reste une réserve sur un rapport, disant bah oui, on va y réfléchir. Autre question ? Autre question ? Et en attendant une autre question, c'est intéressant de voir aussi ce sujet de l'exemple de la Suède. Parce que la Suède, rappelez-vous, avait fait un tout numérique, avait enlevé tous les manuels scolaires. Et il y a moins de 6 mois, ils sont revenus en arrière d'une manière mais drastique, en disant que non, on revient au manuel scolaire. Ah ça, je ne sais pas. Moi, je suis sûrement, mais vous avez raison. Hein. Oui. Non, je vais être très bref. C'est pas vraiment une question, mais vous parlez de la magie de l'écran. Finalement, le vrai problème, je crois que c'est aussi la magie sur l'écran. C'est-à-dire que les enfants, sur un écran, n'importe quoi peut se transformer en n'importe quoi. Un polyèdre, un icosaèdre devient une sphère, etc. Enfin, et donc, si un enfant n'a jamais manipulé de l'eau et voit de l'eau qui monte, qui descend, etc., forcément, il devient stupide. Et du coup, ce qui est intéressant dans le cheminement de l'eau sur un écran, c'est son rapport avec la manière dont l'eau circule pour de vrai dans la baignoire et dans le lavabo. Oui, c'est pour ça qu'au début, je disais qu'il faut... on sent tous qu'il faut revenir à des expériences, on va dire, naturelles, à faire que les enfants sortent de l'école pour aller, je sais pas moi, chercher des empreintes d'animaux dans la forêt. Moi, je faisais ça quand j'étais petite dans mon école, je trouvais ça formidable. Et effectivement, on voit bien que, je sais pas quoi, une empreinte de cerf ne se transforme pas en empreinte de sanglier juste comme ça, en la touchant du bout du doigt. Et on voit bien des enfants aujourd'hui qui essayent de tourner, comment dire, de tourner les pages d'un livre comme on fait passer les images sur un téléphone. Moi, je prends beaucoup le train, je vois énormément de tout petits enfants, hein, des enfants qui ont 2, 3, 4 ans, tanker sur leur écran pendant 2h40 ou 2h. Moi, mon trajet en général dure 2h40. Et effectivement, il y a une rupture avec la réalité qui est gravissime. Et l'école entretient ça, alors qu'elle voit bien les effets. Les professeurs se plaignent du manque de concentration des enfants. Et on entretient ça même dans les établissements scolaires. Donc là, il y a quelque chose à faire, effectivement. Justement, je voulais souligner, quand on écoute nos équipes enseignantes, la plupart se plaignent du fait qu'il n'y a plus d'attention, il n'y a plus de concentration. Ne pensez-vous pas que justement les écrans sont facteurs de décrochage, d'attention et de concentration ? Alors, c'est vraiment... merci en tout cas. C'est une conviction. Enfin, aujourd'hui, c'est sûr et certain. Vous trouverez toujours aujourd'hui des journalistes qui diront « Mais non, c'est pas vrai, ça prend pas leur attention, etc. » Si, ça prend leur attention, ça prend l'intelligence. Quand on discute avec des neuroscientifiques, il suffit juste d'aller discuter même avec des orthophonistes et des pédiatres, et notamment dans les hôpitaux publics. Nous, on l'a fait, on les a interrogés, et c'est un fait. En fait, les écrans, de toute façon, surtout au plus jeune âge, leur enlèvent toute capacité de concentration parce qu'on va être dans l'impulsion. Et que quand on est dans l'impulsion, c'est plus la même partie du cerveau qui s'active. Mais je crois que c'est aussi une responsabilité de nous tous, en fait. Je pense que c'est à nous de se sentir responsables et de manière très douce aussi, de se dire, mais en fait, en tant que parents, oncles, tantes, je sais pas, moi, voisins, grands-parents, tranquillement, avec beaucoup de respect, d'essaimer ce sujet que l'écran pour les petits, c'est dangereux. Alors, on ne va pas être aussi radical que mon fils qui est prêt à signaler toutes les mamans qui laissent ses enfants sur une tablette. Mais tout à l'heure, gentiment, je l'ai fait. J'étais à vélo. J'ai un peu galéré parce que c'était inondé. Bon, peu importe. Et j'ai croisé un couple, c'était des Américains, en fait. Parce que demain, il y a un marathon qui était en poussette. Et ils avaient leur petit, qui était vraiment petit, 2 ans. Et dans la poussette, alors maintenant, il y a un nouveau système. Ils vendent un support de smartphone. Ah, ça m'a tellement énervée. Je me suis arrêtée. Mais j'ai été calme, hein, parce qu'en anglais, je suis plus calme. Et du coup, je leur ai dit très gentiment que, en fait, ça abîmait le cerveau de leur bébé. Alors, c'est vrai que j'ai eu un gros silence. Je me suis dit, oh là là, ça passe ou ça casse. Et en fait, ils ont été très sympas. Ils ont souri. Ils ont dit, ah, mais on ne se rend pas forcément compte.
c'est dans nos habitudes aux US. Voilà. Bon, après, j'étais pressée. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que vous, qui voyez aussi beaucoup d'enfants en train, on en voit tous les jours dans la rue, peut-être que juste gentiment, en fait, commencer à le dire. Et je pense que c'est une responsabilité c'est aussi une manière commune, en fait. D'être tranquille. Hein. Pour les parents, c'est la tranquillité assurée. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'ai pas envie de paraître comme un complotiste, mais moi, un des sujets qu'on n'a Trop pas... tard. C'est fait. Un des sujets qu'on n'a pas abordé, c'est comment on est contrôlé par ce qu'on recherche, par ce qu'on fait, et les écoles laissent ça rentrer dans les écoles, et on sait tout sur les élèves, et ce qu'on étudie, et les tendances, et sans parler des publicités qu'on nous met dans les yeux. Voilà. La question de la gestion des data est au cœur de l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'IA s'il n'y a pas de data. Et donc la modélisation des data, c'est forcément des données, et vous rendez intelligent l'IA en participant à l'IA. Ce que décrivait tout à l'heure Marilyn avec son fils qui est déjà dans ChatGPT. Moi, je suis dans ChatGPT aussi. J'ai utilisé ChatGPT, mais enfin la version ouverte. Et je l'ai même utilisé dans une formation que j'ai donnée dans un séminaire. Et j'ai voulu sensibiliser des séminaristes et des prêtres à l'usage de ChatGPT et aux dangers que ça pouvait avoir, notamment sur l'intelligence, la mémoire, l'attention, etc. Et à un moment donné, je l'ai utilisé devant eux pour leur sortir l'homélie de dimanche prochain. Et je leur ai dit, bon alors dimanche prochain c'est quoi? C'est l'évangile à la Samaritaine, allez on y va. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, c'était pas du boogie-boogie, mais ça se terminait par amen, et c'était un truc assez cohérent, qui mixait un peu du catho, du protestant, enfin il y avait différentes références, bon c'était pas encore très bien, mais en fait j'ai rendu ChatGPT en faisant ça plus intelligent, c'est-à-dire plus doté de données, et vous avez parfaitement raison de dire que à partir de ça, il y a des connexions qui se font, alors on le voit bien tous déjà avec nos achats, je dirais, parce qu'on reçoit, une fois qu'on a acheté un truc sur Amazon, on est déjà fléché pour l'achat suivant et on nous propose des choses, etc. C'est vrai pour de la musique, c'est vrai pour la télé, c'est vrai, etc., etc. Ça veut dire que si nos enfants rentrent dessus, ils seront beaucoup plus tôt intégrés dans les datas. On le voit déjà, certains aujourd'hui regrettent au moment d'un entretien avec leur CV d'avoir été googlisés par la personne qui les reçoit en entretien et qui découvre des photos de soirées ou de vacances ou etc., etc. Et certains regrettent amèrement parce que tout ça, ça ne se retire pas si facilement. Alors on peut imaginer ce que ça veut dire en termes de données et de contraintes que ça va représenter une fois qu'on aura pleinement intégré ce monde artificiel. Et pour rebondir, ce qu'on a connu ces 15 derniers jours, qui est une honte totale, le fait que les ENT soient hackés, que nous, parents, enseignants, on est tous vécus dans la peur pour nos enfants, et certains lycéens ont ouvert ces vidéos. Dans quel monde vit-on aujourd'hui? Et moi, je crois que c'est d'une grande lâcheté, et c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus virulente. Ça doit être mon côté entrepreneur toujours, parce que nous, on est peut-être beaucoup plus impulsif, je crois, mais moi, je suis complètement remontée comme un coucou, parce qu'en fait, ce sujet de pronote, peu importe, on ne laisse pas non sécurisés accéder des mineurs de moins de 18 ans sous prétexte de ne plus leur faire remplir un cahier de texte. Parce qu'en fait, c'est ça le vrai sujet. Et en plus, ça les oblige à être sur les écrans en rentrant à la maison. Moi, je vois ma fille qui est en 6e, Carla, 11 ans. Bon, bah, on a de la chance, on a un peu de moyens, du coup, elle a son ordi. Mais ça va que je suis à côté d'elle, que je surveille, école directe. Alors, et non, sans compter l'addiction à partir des notes. Parce que tous les matins, mon fils se précipite, quelle note j'ai eu, ma moyenne, est-ce que je vais avoir les compliments? Non, mon Dieu. Non, mais c'est devenu n'importe quoi. Et ce sujet des ENT, moi, ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'on a mis quand même une semaine. Je ne sais pas si on avait fait l'expérience, nous on est sur école directe, donc ça y est, il y a eu un petit barrage de cybersécurité, il faut mettre la date de naissance de son enfant pour sécuriser le compte. Hein. Vous hochez de la tête, vous l'avez fait comme moi cette expérience. Mais il faut juste arrêter en fait. Pour moi c'est un danger, on en est encore... C'est pas du complotiste, hein, parce qu'on l'a vécu.
tous ensemble ce Et sujet. on n'est pas obligé dans l'ENT de passer au cahier texte. Donc surtout les établissements qui ne sont pas passés au cahier texte, surtout ne passez pas au cahier texte. Mais vraiment parce que c'est une catastrophe. Les parents ne peuvent plus rien gérer après. Ça veut dire que derrière, maman, j'ai besoin d'aller sur École Directe. Sauf que maman, elle n'est pas à la maison. Donc maman, elle finit par donner le code. Et puis c'est fini, le gamin, il passe sa soirée sur l'écran. Il est 18h. C'est normalement à ce moment que se conclut ce débat. Il n'y a plus de questions. J'en prends une dernière, une toute dernière. On répond très vite. Une toute dernière, monsieur. C'est pas une question. C'est juste un petit témoignage que je fais. On fait l'expérience à la maison. On maison. finira là-dessus, sur votre témoignage. J'invite vraiment tous les parents et les éducateurs à faire l'expérience du 9 touches du téléphone de papy. Parce que inconsciemment, je pense pas qu'on puisse faire progresser. Moi, je pouvais pas faire progresser mes enfants si j'appliquais pas brutalement un changement. Donc, on a opté pour l'option. On a une tablette pour toutes les choses de l'État où on n'a pas le choix, qui est située dans un endroit assez inconfortable, et des 9 touches de papy. Et du coup, les fruits de ça, c'est pas si dur que ça en fait déjà. Et je crois vraiment que ce qui se passe pour mes enfants et pour moi, en termes de levier éducatif, de sens de la vie, parce qu'en fait, pour aller vers soi-même, je crois la première chose qu'il faut faire, c'est se lever et marcher. Quand on va chercher un mot dans un dictionnaire et qu'on fait cet effort, où on mobilise le corps, l'âme et l'esprit, tout, je fais le choix d'aller vers la connaissance sans facilité, aller contre justement cette tendance au raccourci. C'est là qu'on va vraiment vers soi-même, quoi. Et en le pratiquant, c'est fabuleux parce que les enfants le voient et du coup la maison se remplit de livres, de joie, de partage et aussi de complexité parce que c'est pas facile ça demande plus d'anticipation, plus de choses, mais c'est fabuleux. Et moi vraiment j'invite les parents à le faire. Alors la conclusion, ce sera justement levons-nous et marchons-nous. Pardon ? Je veux bien dire un tout petit mot. Alors, parce que pour que ça soit possible, juste ça, pour que ça soit possible, il faut que les établissements scolaires offrent cette obligation aux parents. C'est-à-dire que si l'établissement scolaire, c'est le cas à Saint-Dominique-au-Pec, et il y en a d'autres qui l'ont fait, demande à ce que les enfants n'aient pas de téléphone avec accès à Internet, alors ils donnent la possibilité aux parents d'avoir cette autorité pour l'obtenir. Sinon, c'est une guerre terrible. D'accord, donc conseil aux chefs d'établissement qui sont présents ici. Je vais remercier nos débatteurs invités, je ne sais pas comment les décrire, donc Marilyn Pernet et monsieur François-Xavier Clément. Merci à vous de nous avoir suivis et merci. Puis sans doute à l'année prochaine. Merci. Et merci beaucoup à Lisa. J'ai oublié de préciser que pour ceux qui ne le savent pas, Lisa a écrit un livre qui s'appelle La Grande Garderie et je vous conseille de le lire, vous apprendrez plein de choses, c'est un témoignage passionnant. J'espère que les stands ne sont pas complètement démontés, il est en vente évidemment ici. J'ai envie de terminer cette table ronde par Solzhenitsyn. Alexandre Solzhenitsyn disait « Il ne nous appartient pas d'empêcher la progression des mauvaises choses, par contre il nous appartient de ne pas en être le complice ». Et donc, sollicitez vos directeurs pour qu'ils aient le courage, notamment au collège et même les premières classes de lycée, pour dire interdisez, s'il vous plaît, les smartphones, non seulement à l'école, mais demandez à ce que nos enfants ne possèdent pas de smartphone en propre avant 16 ans. Et c'est quelque chose qui permet de les libérer de cela. Et puis après, tout le reste, vous pouvez le découvrir. Marilyn vous ouvre des perspectives qui étaient inconnues pour beaucoup d'entre nous. Vous tapez son nom sur Internet. Vous pourrez, pour ceux qui ne parlent pas bien anglais comme moi, qui ne savent pas l'écrire, retrouver l'entreprise qu'elle a créée et peut-être solliciter l'intervention des équipes de Marilyn dans votre école, dans vos écoles. Merci beaucoup. Cette journée touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne soirée et puis j'espère à l'année prochaine et puis une bonne fin d'année scolaire.